Cette histoire m'a complètement anéanti. Je crois que je m'en suis toujours pas remis. Ah oui? C'est une plongée brutale dans ce qui arrive quand la passion, quand elle dévore absolument tout sur son passage. On parle bien de l'histoire du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, de l'abbé Prévost, et c'est une exploration vertigineuse de l'obsession. C'est ça. Le mot est vertigineux. On suit le personnage principal, le Chevalier des Grieux. Mhm. Faut imaginer un jeune homme de 17 ans, de la noblesse, promis à un avenir mais exceptionnel. L'élève modèle, sage, presque timide. Et on plonge directement avec lui dans l'instant précis où sa vie entière bascule, mais vraiment sans aucun avertissement. C'est le paradoxe central de cette histoire. Un homme qui avait absolument tout pour être heureux, Tout. mais qui choisit en une seconde de courir à sa propre perte. Un jeune homme de bonne famille qui va devenir un tricheur, un paria, un criminel, tout ça par amour. C'est presque incroyable comme idée, non? Et ce premier choix va le mener bien au-delà des limites de la société, de la morale et même du continent. C'est une chute sans fin. Alors, pour bien comprendre l'ampleur de cette chute, il faut voir d'où il part. C'est essentiel. Exactement. Tout commence de façon presque banale. Le Chevalier des Grieux a 17 ans. Il est à Amiens. Voilà. Il se promène avec son ami, le sage Tiberge, qui est un peu sa boussole morale. Ils sont l'incarnation de la vertu de la jeunesse studieuse. Une diligence arrive, et des Grieux, il la suit par simple curiosité. Et là, c'est le coup de foudre. Mais c'est même pas le mot. C'est un séisme Ah oui? dans la cour. Manon. Il la décrit comme étant d'une beauté qui dépasse l'imagination. Pour lui, qui avoue n'avoir jamais pensé à la différence des sexes, le choc est total. C'est violent. Il dit se sentir enflammé tout d'un coup jusqu'au transport. C'est physique, c'est incontrôlable. C'est plus que de l'amour, c'est une révélation. Il apprend qu'elle est envoyée au couvent par sa famille. Pourquoi? Pour freiner son penchant au plaisir. Cette phrase est terrible. Pour des Grieux, c'est un coup mortel. L'idée qu'on puisse enfermer une telle créature, c'est une injustice cosmique. En un instant, sa décision est prise. Il va la sauver. Et la sauver, ça signifie renoncer à tout. En une conversation de quelques minutes, il jette à la poubelle sa famille, sa fortune, ses études, son honneur. Tout. Toute la trajectoire de sa vie est effacée. C'est ça qui est fascinant. Ce n'est pas une déchéance progressive, c'est un abandon instantané et total. Il choisit Manon comme on choisirait une nouvelle religion. Il s'enfuit à Paris. Et pendant 3 semaines, c'est l'amour fou, l'idylle parfaite. Ils vivent dans une bulle. Mais la réalité, bien sûr, finit toujours par s'infiltrer. Et la réalité, c'est l'argent. Ou plutôt, le manque d'argent. Et c'est là qu'on découvre le cœur du problème et le moteur de toute la tragédie. Manon est incapable de vivre sans luxe. Ce n'est pas un caprice, c'est une condition essentielle de son être. C'est vital pour elle. Exactement. Elle lui dit, et c'est une phrase clé, « Je prévois que vous serez malheureux, car on ne l'est point sans argent, et je ne voudrais pas l'être un seul moment. » Elle associe directement amour et confort matériel. Platon, mais c'est une vision de l'amour incroyablement pragmatique, presque cynique pour une si jeune femme. C'est ça. Lui est dans l'absolu, le sacrifice, et elle parle déjà de facture. Exactement. Et c'est ce décalage qui va tout détruire. Comme l'argent manque, elle prend les devants. C'est la première trahison. Elle le trompe avec un riche fermier général, Monsieur de B. Et le pire, C'est la manière dont ça se passe. Des Grieux est enlevé par les hommes de son propre père, qui a été prévenu par le nouvel amant de Manon. Il est ramené de force à la maison. et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il ne la soupçonne même pas une seule seconde. Pas du tout. Son amour est un tel absolu qu'il refuse de voir la vérité. Il s'imagine qu'elle a été trahie, qu'elle est victime. Il est dans un déni complet. C'est de l'aveuglement volontaire. Et logiquement, l'histoire aurait dû s'arrêter là. Il a une porte de sortie en or. Oui, il peut tout reprendre. Son père le pardonne, il peut reprendre ses études, retrouver son rang. Pour oublier Manon, il fait un choix radical. Il entre au séminaire de Saint-Sulpice pour devenir prêtre. C'est une réaction extrême, non? Passer de l'amour fou à la dévotion totale. Est-ce que c'est crédible ou c'est une façon de montrer que ce personnage ne vit que dans les extrêmes? C'est exactement ça. Il essaye de remplacer l'amour absolu pour Manon par l'amour absolu pour Dieu. C'est le même mécanisme psychologique. D'accord. Cette quête d'un absolu qui puisse remplir toute sa vie. Et pendant un temps, ça fonctionne. Il trouve une forme de paix, il brille dans ses études, il est sur le point de réussir sa cure de désintoxication passionnelle. Mais évidemment, Manon réapparaît. Elle vient le voir au parloir du séminaire. Un seul regard suffit. Un regard.
Toutes les résolutions, toute la théologie, toute la paix retrouvée, tout s'effondre en une seconde. C'est une des scènes les plus puissantes. Il abandonne Dieu. Sur le champ. Il dira plus tard cette phrase hallucinante, il aurait sacrifié pour Manon tous les évêchés du monde chrétien. On est reparti pour un tour. Mais le problème de base est toujours là, l'argent. Et cette fois, la solution va les entraîner encore plus loin dans la déchéance. C'est là qu'entre en scène un personnage capital, le frère de Manon, Lescaut. Un soldat, un joueur, un homme sans aucune morale. Ah, lui. Il est le cynisme incarné de cette époque, la Régence, où l'argent est roi et où tout s'achète et se vend. Il voit sa sœur non pas comme une personne, mais comme un capital. Sa phrase est terrible, elle résume tout. Il leur dit en gros « Arrêtez de vous prendre la tête. Une fille comme elle devrait nous entretenir, vous, elle et moi. » C'est ça. On quitte l'amour-passion pour entrer dans le proxénétisme. C'est un tournant sordide. Et des Grieux, le noble chevalier, accepte. C'est ça qui est choquant. Il accepte ? Il accepte de vivre de la prostitution de la femme qu'il aime. Sa passion a détruit non seulement son honneur, mais aussi sa morale. Il monte une escroquerie pour piéger un vieil homme riche, monsieur de GM. C'est un plan machiavélique. Sauf que le plan échoue lamentablement, le vieil homme découvre la supercherie et les fait arrêter tous les deux. Et c'est là que l'histoire bascule dans la critique sociale la plus féroce. C'est un moment pivot. On voit toute l'injustice de la société de l'époque. La justice n'est pas la même pour tout le monde. Non, clairement pas. Lui, en tant que des Grieux, un nom à particules, un noble, il est envoyé à Saint-Lazare. C'est une prison pour jeunes aristocrates dévoyés. Une sorte de centre de redressement de luxe. C'est un peu ça, oui. On le traite avec une certaine déférence à cause de sa naissance. C'est révoltant. Et elle, Manon, Elle, en tant que rutière, sans nom, sans protection, est jetée à la salpêtrière, qu'on surnommait l'hôpital. oh là là. C'était une prison effroyable, un mouroir réservé aux femmes de mauvaise vie, aux folles, aux mendiantes. Elle est fouettée, humiliée, sa tête est rasée. Elle est traitée comme la dernière des criminels. La différence de traitement est Brutale. brutale. Et elle ne repose que sur leur classe sociale. Prévost dénonce ici une justice à deux vitesses qui protège les puissants et broie les faibles. Pour des Grieux, apprendre ça, c'est l'horreur absolue. Il devient fou de désespoir. Et c'est là qu'il franchit une nouvelle étape. Il organise son évasion. Il ne fait pas que ça. Non. Dans sa fuite de Saint-Lazare, il se retrouve face à un garde. Il n'hésite pas. Il le tue d'un coup de pistolet. C'est terminé. Il n'est plus un jeune homme qui fait des erreurs. Là, c'est un meurtrier. Le retour en arrière est impossible. Et il ne s'arrête pas là. Une fois libre, sa seule obsession, c'est de libérer Manon. Il monte une opération commando pour l'extraire de l'hôpital. Ils sont désormais des fugitifs, des criminels recherchés, complètement en marge de la société. Et tout au long de cette descente aux enfers, une seule question obsédante demeure. Mais qui est vraiment Manon ? C'est le grand mystère du roman, et c'est voulu par l'auteur. On ne voit l'histoire qu'à travers les yeux de des Grieux, qui l'idéalise, qui refuse de la voir telle qu'elle est. Il la voit comme une victime ? Il nous la présente comme une créature céleste, presque malgré elle, entraînée dans le mal. Mais les faits sont là. Elle le trahit pour de l'argent, elle le pousse à tricher, à voler. Est-ce que c'est une manipulatrice de génie, incapable d'aimer sincèrement ? Ou c'est plus compliqué que ça ? C'est beaucoup plus compliqué. On peut aussi la voir comme une survivante, une femme pragmatique qui utilise les seuls atouts qu'elle possède, sa beauté, son charme. Dans une société du XVIIIe siècle qui ne laisse aucune chance à une femme de sa condition, sans dot et avec ce fameux penchant au plaisir. Sans un homme pour l'entretenir, son destin, c'est le couvent ou le trottoir. Vu comme ça. Vu sous cet angle, son pragmatisme n'est plus de la manipulation. C'est une stratégie de survie. C'est une lecture fascinante. Elle le trahit pour une vie confortable, mais en même temps, elle semble prête à le suivre au bout du monde quand il n'a plus rien. Exactement. Elle pleure quand il est malheureux, mais elle le replonge dans le malheur pour une nouvelle robe ou un souper au restaurant. Elle est insaisissable. Totalement. Et comme tout est raconté par des Grieux, un narrateur qui admet lui-même être aveuglé par l'amour, le doute persiste jusqu'à la fin. Est-ce que ses larmes sont sincères ou est-ce qu'elle est simplement une actrice hors pair qui sait exactement comment le manipuler ? Et on n'a jamais la réponse. Prévost ne nous donne jamais la clé. Manon reste une énigme, et c'est ce qui la rend si moderne et si captivante. Après les évasions, les trahisons, l'escroquerie et le meurtre, on se dit qu'ils ont touché le fond. On pourrait le croire. Mais leur histoire est loin d'être terminée.
La justice, implacable, finit par les rattraper. Et cette fois, la protection du nom des Grieux ne suffit plus. Le père du vieil escroquet, monsieur de GM, est très influent. Il obtient vengeance. La sentence est sans appel pour Manon. C'est-à-dire? La déportation. Elle est condamnée à l'exil en Louisiane, en Amérique. Quoi? À l'époque, c'était une colonie française où on envoyait les indésirables. Elle est enchaînée avec un convoi d'une dizaine d'autres prostituées pour être mariée de force aux colons là-bas. C'est une fin atroce. Et Desgrieux, lui, il assiste à la scène, il voit la femme pour qui il a tout sacrifié, enchaînée, traitée comme du bétail, qu'on embarque pour le bout du monde. C'est la fin du monde pour lui. Être séparé d'elle est une idée plus insupportable que la mort. Il a déjà tout perdu. Son honneur, sa famille, sa fortune. Il est un criminel recherché. Il n'a plus rien, sauf elle. Et on la lui arrache. Il est là, impuissant, sur le bord de la route, à regarder le convoi s'éloigner. Alors que peut-il faire? La libérer? Il a déjà tenté, il n'a plus les moyens. Tenter de corrompre les gardes. Avec quel argent? La suivre. Mais comment? La question n'est plus de savoir s'il va tenter l'impossible, on sait qu'il le fera. La vraie question, c'est de savoir comment. Et surtout, de découvrir ce que cet amour absolu va lui coûter. Au bout du monde, dans cette Amérique qui est décrite non pas comme un nouveau départ, mais comme une terre hostile et désertique. C'est ça. Et c'est là, loin de tout, que la véritable tragédie la plus pure ne fait en réalité que commencer. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.